Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3277 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mercredi 23 avril, avec les résultats de la soirée d'hier soir. Et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Il y avait une rencontre entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain. Score final 1 partout. Buteur côté Paris Saint-Germain, Vitinha, avant que Douglas Augusto égalise en fin de match côté FC Nantes. Donc les hommes de Comboiré prennent un point très important dans la lutte, bien sûr, pour le maintien. Et notez que Nantes, seule équipe avec le Stade de Reims, invaincu sur les deux matchs face au PSG cette saison en Ligue 1. Donc Nantes, ils ont fait deux fois un partout match à l'Au Parc, un partout hier à la Beaujoire, comme le Stade de Reims, un partout lors des deux matchs, mais pas craint ce joueur contre le PSG dans un mois en finale de Coupe de France le 24 mai prochain. Mais voilà, pour revenir sur ce match, donc le Paris Saint-Germain bien évidemment a dominé la rencontre avec plus de 75% de possession de balle, 10 tirs, 5 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Et côté AFC Nantes, seulement 2 tirs cadrés et un but. Donc à noter que le but côté nantais, c'est sur une grosse perte de balles voilà, d'un joueur du Paris Saint-Germain. Et après, ils ont payé cash, bien sûr, avec un but pris juste après. Du coup, le Paris Saint-Germain accroché, ça fait la une aujourd'hui du journal Équipe. Donc Paris au petit trou. N'oubliez pas que la semaine prochaine, maintenant même dans 6 jours, jour pour jour, le Paris Saint-Germain sera à Londres pour jouer un match de Ligue des Champions. À une semaine de son match aller en demi-finale de LDC contre Arsenal, le Paris Saint-Germain a préservé l'essentiel, son invincibilité cette saison en Ligue 1. De son côté, Nantes se satisfait bien sûr de ce précieux point en vue du maintien. On parlera tout à l'heure bien sûr du classement. Mais par rapport à ce Paris Saint-Germain, toujours invaincu cette saison en Ligue 1, mais le PSG, c'est un record. Le Paris Saint-Germain entre dans l'histoire du football européen. Le club n'a plus perdu à l'extérieur en championnat depuis février 2023. La dernière défaite du PSG à l'extérieur en Ligue 1, ça avait été contre Monaco en février 2023. On est comme mois d'avril 2025, ça fait 2 ans et 2 mois que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. C'est quand même exceptionnel, 39 matchs consécutifs sans défaite. Donc le record était jusque-là détenu par l'AC Milan avec 38 matchs consécutifs à l'extérieur sans défaite. C'était lors de la saison 91 à 93 pour l'AC Milan. 38 matchs d'affilée sans perdre en Serie A à l'extérieur. Et là le PSG est maintenant à 39 matchs. Donc dans les 5 gros championnats européens, c'est bien sûr un record. Donc c'est quand même incroyable ce qu'est en train de réaliser le Paris Saint-Germain. Toujours avec l'équipe parisienne, donc plus grand nombre aussi de matchs consécutifs sans défaite depuis le début d'une saison en Ligue 1. Et le Paris Saint-Germain est très proche également d'un autre record, c'est le FC Nantes qu'ils ont joué hier. Nantes en 94-95 a enchaîné les 32 premiers matchs d'une saison sans perdre. Ils avaient perdu le 33e match et du coup ils n'avaient pas fait une saison invaincue. Le Paris Saint-Germain actuellement a 30 matchs d'affilée sans perdre depuis le début de la saison. Ils font déjà mieux que leur ancien record qui était en 2015-2016. Ils avaient enchaîné 27 premiers matchs de la saison, ils avaient perdu le 28e. Donc là il ne reste plus 4 matchs. Vu que là on n'est plus sur un championnat à 20 équipes, il n'y a plus 38 matchs mais plutôt 34. Donc voilà, plus 4 matchs à jouer pour le Paris Saint-Germain s'il n'y a pas de défaite. Le Paris Saint-Germain réalisera une saison invaincue comme ce qu'a réalisé par exemple le Bayer Leverkusen saison dernière en Allemagne. On va parler de l'homme du match de ce Nantes-Paris Saint-Germain hier, c'est Vitinha, le milieu portugais. On se souvient la semaine dernière, il était en grande difficulté à Aston Villa, mais hier en tout cas il a réalisé un gros match en plus, buteur Vitinha. Et arrivé au PSG en 2022, ça fait déjà quand même 3 ans qu'il est au Paris Saint-Germain, donc Vitinha est désormais impliqué sur 22 réalisations. Donc hier c'était son 14e but depuis son arrivée au PSG et 8 passes D. Donc c'est pas mal, n'oubliez pas qu'il joue comme milieu de terrain, il a des très belles statistiques, Vitinha. Concernant les notes de ce Nantes-Paris Saint-Germain, donc voici tous les joueurs... les notes qu'ils ont obtenues, donc Donnarumma note de 6 par exemple, Beraldo 6, Vitinha, qu'on parlait de l'homme du match, une note de 6, Dembélé 4, c'est qu'il a des occasions, il n'a pas réussi à marquer, Kvaratskhelia encore un match très compliqué pour lui, une note de 3, Kangin une note de 5, donc voilà les notes côté Paris Saint-Germain. Donc ça a été un PSG quand même à demi-teinte, c'est vrai que Paris déjà a joué moyennement contre le Havre, il va falloir élever le niveau. Il y a un match là contre Nice vendredi, mais il va falloir élever énormément le niveau mardi prochain contre l'équipe d'Arsenal. Invaincu cette saison contre le PSG, bien sûr, c'est cette équipe du FC Nantes et la mascotte de Nantes est entrée sur le terrain pour célébrer l'égalisation avec les joueurs à la 83e minute de jeu, parce que c'est bien sûr très important, parce que regardez, Nantes du coup monte à la 14e place, il revient sur Angers. Donc actuellement ils ont 31 points, donc Angers 30 points, Le Havre 27, Saint-Etienne 27 et Montpellier 15. Montpellier on peut dire qu'ils sont en Ligue 2, mais voilà, après il y a le 17e qui descend et le 16e joue un match de barrage contre le 3e de Ligue 2. Donc c'est pour ça que Nantes avec ce point, c'est un point très important hier obtenu face au Paris Saint-Germain. On continue avec d'autres rencontres également. On quitte la France direction l'Angleterre. Il y a une belle affiche. Manchester City contre Aston Villa. Et c'est City qui s'est imposé 2-1 pour un match de Première Ligue. Donc Bernardo Silva buteur au bout de 7 minutes de jeu avant que Marcus Rashford égalise sur penalty côté Aston Villa. Et on pensait que ça allait se finir sur un partout, non, parce que Matheus Nunes à la 94e minute de jeu permet à City de gagner le match et surtout
de quasiment se qualifier, on va dire, pour la future Ligue des Champions. C'est l'objectif, bien sûr, de Manchester City, parce que le titre ne sera pas possible pour eux. Ne pas qu'ils restaient sur quand même 4 championnats d'affilée remportés. Donc là, l'objectif, finir dans le top 5. Et avec cette victoire, ça leur rapproche un peu plus, bien sûr, de cette LDC saison prochaine. Donc 14 tirs, 6 tirs cadrés et 2 buts marqués, bien sûr, pour Manchester City dans le Money Time, en toute fin de match avec ce but. Et regardez la joie de Pep Guardiola après le but de Nunes et bien sûr le désarroi de Unai Emery, le coach d'Aston Villa. Erling Haaland a été présent en tribune. N'oubliez pas qu'il est blessé, Erling Haaland. On ne sait pas quand il reviendra. Il pourrait peut-être revenir peut-être pour la Coupe du Monde des clubs, peut-être avant la fin de saison, peut-être un match de Première Ligue, on verra. Mais hier, bien sûr, il a dû apprécier la victoire de ses coéquipiers. Du coup, City, du coup, est troisième. Regardez, bon, donc là, les deux premiers, Arsenal et Liverpool, ils ont bien sûr leur place pour la Ligue des Champions. Mais il y a les 5 premiers qui se qualifient. Donc, il y a la troisième, quatrième et cinquième place. Et du coup, City, avec cette victoire, 61 points. Donc, passe devant Nottingham Forest, 60 points. Donc, il y a Newcastle, 59. Et du coup, Chelsea et Aston Villa, 57 points. En plus, Aston Villa un match en plus. Maintenant, 34 matchs joués. Il ne reste plus 4 matchs, bien sûr, pour Aston Villa. Avant cette fin de saison, on va juste parler de Nottingham Forest. Donc, quatrième à un point derrière City, mais avec un match en retard. Et Nottingham Forest, ce qui est fou, les gars, c'est que c'est l'équipe, regardez là sur le tableau là, les 3 derniers en possession de balle. C'est une équipe qui a très peu de possession de balle. C'est l'équipe qui a le moins de possession de balle en première ligue. Seulement 39,3% de possession de balle en moyenne par match. Ils sont quand même actuellement troisième. Maintenant, ils sont quatrième parce que City a passé devant eux. Mais voilà, ils sont quand même très bien classés alors que c'est une équipe qui n'a jamais la possession de balle. Ils jouent souvent en contre-attaque. Ils font très mal, bien sûr, l'équipe de Nuno Espirito Santo. On continue, les gars. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone, direction La Liga. Le Barça hier jouait contre Mallorca. Et c'est une victoire du FC Barcelone. Petite victoire, mais ça donne 3 points de plus, bien sûr, au FC Barcelone. Dani Olmo, buteur à la 46e minute de jeu. Donc ça a été un match à sens unique, bien sûr, pour le FC Barcelone. Regardez-moi ces statistiques. 40 tirs, on regarde avec Mallorca, c'est 4 tirs. Donc le Barça a tiré 10 fois plus que Mallorca, 4 à 40. Donc 40 tirs, c'est énorme, les gars. Donc je monte tous les jours les stats, c'est rare de voir une équipe à plus de 40 tirs. Donc 13 tirs cadrés et un but marqué. Voilà, donc ils auraient pu en marquer beaucoup plus. 13 tirs cadrés, c'est-à-dire que le gardien de Mallorca a réalisé quand même 12 arrêts. Il a réalisé un match exceptionnel, sinon l'addition aurait pu être montée à 4, 5, 6, 7, 0, tellement qu'ils ont eu des occasions. Donc Chesney, le gardien, les gars, aucun arrêt à faire, 0 tir cadré pour l'équipe de Mallorca. Et le Barça qui a tenté quand même 40 tirs. Donc hier soir contre Mallorca, donc aucune équipe n'a tenté autant de tirs lors d'un match de Liga ces 15 dernières années. C'est un record depuis 15 ans, depuis 2010. Voilà, donc voilà, pour vous dire que le Barça hier, ça a été le spectacle malgré le très peu faible but marqué, parce que c'est moins un but marqué sur 40 tirs, c'est quand même très moyen, mais bon, la victoire est là. C'est bien ça le plus important à la mi-temps. Regardez-moi ces stats. Donc ils étaient déjà 24 tirs le Barça, regardez Mallorca, c'était 0 tir. 0 tir. Mallorca et le Barça était déjà 24 tirs. La mi-temps et 24 tirs, donc 5 tirs cadrés en une mi-temps sans marquer. Ce n'était plus arrivé depuis la saison 2003-2004 en Liga. Donc voilà, pour vous montrer la domination totale hier du FC Barcelone malgré cette petite victoire. Mais il y a quand même victoire. C'est bien ça le plus important, je le répète. Et Mallorca, les gars, c'était un attaque-défense. Avait réellement 10 joueurs dans la surface. Regardez, les 10 joueurs étaient dans la surface et le 11e l'attaquant, bon, il est un peu plus haut. Mais sinon, il y avait quand même 10 joueurs dans la surface. Ils ont mis le bus. Bon, après, c'est leur gardien qui a été exceptionnel. Pourtant, leur gardien qui a gaulé hier, Léon Roman, c'est seulement le gardien remplaçant. Hier, il a commencé titulaire. Il restait sur 14 matchs sur le banc. Parce que le gardien titulaire, je ne sais pas ce qu'il avait. Peut-être qu'il était blessé, suspendu, j'en sais rien. Donc, il a gaulé. Il a réalisé un match exceptionnel avec 12 arrêts. Malgré le but pris, il a une note de 9.3. Hier, le gardien, bien sûr, de Mallorca. Pour revenir sur le Barça, donc ils enchaînent comme un 14e match consécutif sans défaite en Liga. Il se rapproche encore un peu plus, bien sûr, du titre de Liga. Donc il y aura ce match hyper important dans 3 semaines, le match contre le Real Madrid, qui sera capital décisif pour remporter la Liga. Mais s'il continue à enchaîner les victoires, voilà, il y aura de fortes chances, bien sûr, qu'il remporte ce championnat. On va parler de Pedri, les gars. Quel match il a encore sorti hier, Pedri déjà homme du match, MVP. Donc MOTM, 125 ballons touchés, 6 passes clés, 100% de longs ballons, donc des transversales réussis, 100% de dribble réussi, 4 duels gagnés. Énorme performance, bien sûr, de Pedri. Regardez, sa hitmap, il était partout. Le joueur, bien sûr, du FC Barcelone est largement reconnu comme l'un des meilleurs passeurs et contrôleurs de rythme au monde. Pedri a également le plus de récupération de ballons en Liga cette saison avec 227 ballons récupérés, soit 56 de plus que quiconque dans la Ligue. 227 déjà ballons récupérés, c'est exceptionnel. Joueur complet avec et sans ballon, un joueur exceptionnel, tout simplement ce joueur Pedri qui est peut-être à l'heure actuelle le meilleur milieu, certainement le meilleur milieu de terrain au monde. Regardez ses dernières performances, on peut voir les notes. Donc ensemble bleu, c'est qu'il a été élu homme du match. Voilà, donc souvent, c'est pas mal. Et sinon vert, c'est déjà des notes très hautes. Chaque fois, c'est au moins 7 minimum. Voilà, de notes. Ça peut monter déjà des fois à plus de 8, à plus de 8,9 des fois.
le match contre l'Atlético en décembre dernier. Donc voilà, bien sûr, Pedri est au top de sa forme, il a sa version prime actuellement, le milieu espagnol. Hein. Et l'entraîneur de Mallorca, tiens, sur Pedri, il a dit, hein, je n'avais pas vu un milieu de terrain comme lui depuis très longtemps. Il est à un niveau incroyable. Hein. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, bien sûr, pour le Barça, pour cette fin de saison. Et Thiago Alcantara, qui joue au milieu de terrain, bien sûr, à l'époque, il connaît très bien ce rôle. Il parle de Pedri, il a dit: je ne considère pas Pedri comme l'un des meilleurs milieux du monde seulement, mais plutôt comme l'un des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur. Hein. C'est un joueur incroyable. Et pourquoi pas Pedri Ballon d'Or? C'est qu'on parle beaucoup de Rafinha. Après, c'est vrai que si le Barça gagne la Liga et la Ligue des Champions, vu que les deux jouent au FC Barcelone, ça sera peut-être plutôt Rafinha qui sera Ballon d'Or parce qu'il a marqué plus de buts que Pedri. Mais c'est vrai que Pedri, les gars, va finir une très belle place, hein, certainement sur le podium. Ainsi, bien sûr, le Barça venait à faire, pourquoi pas, le triplé, hein, sur cette fin de saison. On va parler d'un autre événement, c'est Ansu Fati, et c'est officiel, Fati a joué titulaire, et ça, c'est plutôt rare, hein, ces derniers temps. Il n'avait plus évolué en Liga depuis le 10 novembre 2024. Il a pu jouer, bon, on avait joué quelques minutes lors d'un match précédent, là, mais titulaire, ça a daté, hein, donc 10 novembre 2024, donc ça va lui faire du bien. Ansu Fati qui devrait quand même, n'oubliez pas, partir, hein, en fin de saison. On va parler de Jules Koundé, et ça aussi c'est plutôt inédit, hein. Donc il vient de rater un match, hein, Jules Koundé. C'est un événement, le Français n'avait plus manqué une rencontre de son club ou de sa sélection en compétition officielle depuis le 25 novembre 2023. Hein, ça faisait 1 an et demi qu'il jouait tous les matchs, soit avec le Barça, soit avec l'équipe de France. Donc soit 104 rencontres consécutives disputées. Du coup, voilà, cette série se finit. Il n'y aura pas de 105 matchs d'affilée parce que hier il n'a pas joué, il n'est pas rentré en cours de jeu. Et du coup, voilà, hein, c'est quand même une magnifique performance, bien sûr. Pour Jules Koundé, il n'était pas blessé, juste Hansi Flick l'a reposé avant, bien sûr, les grosses échéances. Un prochain match pour le Barça, c'est le Real Madrid samedi, bien sûr, en finale de Coupe du Roi, où là certainement, bien sûr, il sera titulaire. Toujours avec le Barça, donc les joueurs du FC Barcelone sont arrivés hier au stade, rose à la main, pour célébrer la Sainte Jordi, fête des amoureux en Catalogne. C'est un peu comme la Saint-Valentin en France, mais ça s'appelle la Sainte Jordi, hein, en Espagne, et c'était hier. À noter aussi, avant ce coup d'envoi, hier, donc il y avait une minute de silence, hein, par rapport au décès du pape François, hein, qui est décédé, c'était quand, avant-hier, donc une minute de silence, hein, bien sûr, avant la rencontre. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler aussi d'Alejandro Baldé, hein, mauvaise nouvelle, on peut dire que c'est officiel, Baldé bien forfait pour le match, hein, contre le Real Madrid samedi, il ne sera pas disponible. Le défenseur gauche du Barça, la même chose pour Lewandowski aussi, hein, qui sera forfait pour le match de Coupe du Roi. Iniesta, tiens, ancien très grand joueur du FC Barcelone, hein, le triplé pour le Barça, Iniesta y croit, il a dit, hein, ce n'est pas exagéré de parler d'un possible triplé, pas du tout, nous sommes leaders de la Liga, en finale de la Coupe du Roi et en demi-finale de Ligue des Champions. Il faudra avoir le talent et aussi la mentalité nécessaire pour être à la hauteur de ce type de rencontre, hein, parce que là tu rentres dans le sprint final, et oui, là les titres se jouent, et c'est que le Barça pour l'instant engagé dans toutes les compètes, donc oui, le Barça peut faire bien sûr le triplé sur cette fin de saison, et surtout le Barça avec cette victoire hier a mis une grosse pression à son rival de toujours, le Real Madrid. Du coup, le Barça, c'est 76 points, le Real Madrid, c'est 69 points. Il y a 7 points d'écart entre le premier et le deuxième. Le Real qui joue aujourd'hui contre Retafe, à 21h30 ce soir, il n'y aura pas le choix pour le Real. Il faudra absolument s'imposer pour rester à revenir au contact du Barça, revenir à 4 points. En cas de défaite ce soir, hein, ça sentirait très mauvais, bien sûr, pour le Real Madrid. Et en parlant du Real, Ancelotti en conférence de presse, hein, il annonce l'absence de Mbappé et Ferland Mendy. Bon, Mendy, on le savait déjà, il est blessé, lui, depuis quasiment 2 mois. Mais Mbappé, forfait aussi. Il n'avait pas joué le dernier match à cause d'une blessure, à cause d'un carton rouge, plutôt désolé, qu'il avait pris lors du match contre Alaves. Et pour le match de ce soir, il est blessé, souvenez-vous, il était sorti sur blessure face au match contre Arsenal mercredi dernier, et du coup il est forfait ce soir, hein, il est blessé. Je pense qu'ils seront disponibles les deux pour la finale de la Coupe du Roi. Les deux devraient faire le retour, donc Mbappé devrait jouer contre le Barça un samedi soir, mais pour ce soir il n'est pas là, Kylian Mbappé. Toujours avec Ancelotti, rester une année de plus au Real Madrid, j'adore être ici, j'espère que cela durera le plus longtemps possible, parce que vous savez qu'Ancelotti, actuellement, il est sur la sellette, hein, ses jours sont peut-être comptés. Et s'il y a défaite contre le Barça samedi soir en finale de Coupe du Roi, il pourrait être licencié juste à la fin du match. Donc il sait que voilà, c'est peut-être la fin de son aventure très proche, hein. Donc lui, il souhaiterait rester. Après, c'est bien sûr le Real, hein, qui préférait peut-être s'en séparer. Et le Brésil mise gros sur Ancelotti, parce que s'il est libre, hein, le Brésil, la sélection brésilienne aimerait avoir Carlo Ancelotti comme coach, hein. Et la Fédé brésilienne aurait proposé un contrat équivalent à celui du Real Madrid pour convaincre le coach italien de rejoindre la Seleção. Donc niveau salaire, pratiquement ce qui touche au Real, il pourrait le toucher au Brésil en gros. Donc s'il accepte, Ancelotti deviendrait l'un des sélectionneurs les mieux payés au monde. Voilà, s'il venait à rejoindre, hein, cette sélection brésilienne.
Toujours tiens avec le Real, on va parler de Dani Carvajal qui s'entraîne seul de nouveau avec le Real Madrid après sa grave blessure. Il s'est fait les ligaments croisés en tout début de saison et là il est très proche. Regardez, il s'entraîne seul, bon, il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Son objectif, ce ne serait pas de revenir pour cette fin de saison, enfin pour les matchs de Liga, mais plutôt jouer la Coupe du Monde des clubs. C'est le gros objectif bien sûr de Dani Carvajal. Et concernant le match ce soir, je dis contre le Real Madrid, contre Retafe, 21h30 le coup d'envoi. Donc voici à quoi peut ressembler le 11 de départ avec Courtois, Fran Garcia, Alaba, Asensio, Lucas Vazquez, Rudiger pourra peut-être souffler, être sur le banc. Donc Camavinga, Valverde, Vini, Arda Güler en 10, Brahim Diaz et Hendrick, vu qu'Mbappé n'est pas là. Donc voilà, ça pourrait ressembler à ça, un groupe où il y aura pas mal de rotation. Il faut quand même gagner le match, rester au contact du Barça et surtout c'est un match pour préparer bien sûr le match contre le Barça samedi en finale de Coupe du Roi. Toujours en Espagne, on va parler d'un autre match. Il y a eu deux rencontres hier, donc il y a le Barça qui jouait et il y a également, il y avait Valence qui jouait contre l'Espagnol Barcelone et score final un partout entre ces deux équipes. Donc voilà, partage de points alors que Valence a eu plus d'occasions quand même que l'Espagnol Barcelone. Et au classement, donc j'ai dit, donc le Barça a toujours 7 points d'avance sur le Real Madrid qui joue bien sûr ce soir. Du côté du Portugal, il y avait un match, c'est pas du championnat, c'était de la Coupe du Portugal. Ça a été la demi-finale retour entre l'équipe du Sporting et l'équipe de Rio Ave. Donc on a 2-1 pour le Sporting au match aller. Il y avait eu 2-0, donc du coup score cumulé 4-1 pour le Sporting du coup qui se qualifie pour la finale de la Coupe du Portugal. Donc félicitations bien sûr à l'équipe du Sporting. Donc les buteurs, Inacio défenseur et bien sûr Gyökeres buteur, l'attaquant suédois, peut-être l'un de ses derniers buts parce qu'il y a de fortes chances qu'il quitte le club en fin de saison, et 56e but de la saison pour Victor Gyökeres du côté du Sporting. Donc voilà, on ne présente plus le joueur. Déjà la saison dernière il avait été exceptionnel et là cette saison il fait encore mieux que la saison dernière niveau stats. Donc là c'est le moment je pense pour lui de viser un top club, même si le Sporting bien sûr c'est une belle équipe. Il y a peut-être un top championnat, top club, bien sûr, la saison prochaine pour Gyökeres. Et du coup, les Lions se sont facilement débarrassés du Rio Ave. Donc, du coup, ils se qualifient. Ils joueront certainement contre le Benfica. Voilà, Sporting Benfica en finale. N'oubliez pas qu'en plus, les deux équipes sont premiers ex-aequo en championnat du Portugal. Pourquoi le Benfica? Il joue ce soir, mais au match aller, ils ont gagné 5-0 contre Tirense. Voilà, donc 5-0 au match aller. En plus, c'était au Tirense. Donc là, ils reçoivent le Benfica avec un avantage de 5 buts. Ça devrait le faire bien sûr, donc Benfica Sporting certainement en finale de Coupe du Portugal. Du côté aussi de la Turquie, il y avait une demi-finale entre le Galatasaray et Konyaspor. Et le Galatasaray s'est imposé 5-1 et le Galatasaray se qualifie également pour la finale de la Coupe de Turquie. Donc voici les stats efficaces. Donc 9 tirs cadrés, 5 buts marqués pour le Galatasaray. Bien sûr, Victor Osimhen a joué et il a été buteur. Donc 35e but et 6e passe D de la saison, toute compétition confondue pour Victor Osimhen. C'est très clinique, n'oubliez pas que ce joueur est prêté par Naples, il ne va pas rester au Galatasaray la saison prochaine, mais 35 buts quand même du côté du Gala. Il a fait une saison exceptionnelle bien sûr. Victor Osimhen qui risque d'aller en première ligue, on l'annonce beaucoup à Manchester United, saison prochaine, il coûte 75 millions d'euros, c'est le prix de sa clause libératoire. A noter ici que Mertens, les gars, gros match, il a délivré 3 passes D hier soir lors du match contre Konyaspor. Donc cette saison, il a réalisé plus de 21 passes D au service de Galatasaray. Impressionnant, bien sûr, l'ancien joueur du Napoli. Et concernant qui sera en finale face au Galatasaray, donc c'est simple, ils joueront le match, ce soir, c'est l'autre demi-finale, Trabzonspor et Göztepe. Donc l'équipe y gagnera, affrontera le Galatasaray en finale de Coupe de Turquie. On continue, on prend la direction du championnat saoudien et on va parler de Neom, accède à la D1 saoudienne. On parlait de ce club parce qu'il voulait recruter Kevin De Bruyne il y a quelques semaines. Et du coup, je veux dire, cette équipe était leader de la deuxième division saoudienne. Ça y est, ils ont gagné un match et ils sont sûrs de monter en première division. Ils ont beaucoup d'argent. Bon, vous allez dire, oui, tous les clubs saoudiens ont beaucoup d'argent et eux, ils en ont encore plus que les autres. Donc, le club de Saïd Benrahma, l'ancien Lyonnais, l'un des plus riches de la planète. Ce club vise déjà Kevin De Bruyne pour renforcer son effectif. Le nom du club est à retenir car il risque bien d'animer le prochain mercato. Voilà. Le mercato va arriver et Neom, les gars, Neom SC, ça s'appelle cette équipe, va investir, on pense, beaucoup d'argent vu qu'ils viennent de monter en première division saoudienne. Donc porté par le Fonds public d'investissement, donc le PIF, le projet du club s'inscrit dans le cadre de la vision 2030 de l'Arabie Saoudite qui vise à diversifier l'économie du pays à travers entre autres le sport et le divertissement avec un budget colossal de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. Voilà. Donc ils peuvent faire bien sûr de grandes recrues. Donc voilà, on pense qu'ils seront très actifs sur le mercato, cette équipe de Neom. On continue avec le programme aujourd'hui. Tiens, Arsenal qui joue contre le PSG maintenant dans 6 jours. Mais joue ce soir contre Crystal Palace. C'est un match de première ligue bien sûr pour les Gunners. Du côté de la Liga, donc 4 rencontres: Bilbao, Las Palmas, le Celta contre Villarreal, Alaves contre la Real Sociedad et bien sûr le Real Madrid en déplacement à Retafe.
Retafe, c'est la Bonne Madrid, hein, c'est un derby. Et aussi des matchs de Serie A. À noter que ces 4 matchs là de Serie A, c'était les matchs qui devaient se jouer lundi. Et à cause du décès du pape François, j'ai dit, hein, tous les matchs lundi ont été reportés. Bah, du coup, il vont se jouer aujourd'hui à 18h30. Ces 4 rencontres avec un beau Parme Juventus ou par exemple un Genoa Lazio au programme. Donc voilà, les matchs de Serie A reportés lundi. Qui devaient se jouer lundi, se joueront aujourd'hui, mercredi, à 18h30. Et à noter qu'il y avait des matchs également de Serie A qui auraient dû être joués samedi, là, qui arrivent. Et ils sont décalés. Pourquoi? Parce que samedi, c'est les funérailles du pape François. Et du coup, il n'y aura pas de match samedi prochain en Serie A. Et du coup, les rencontres auront lieu finalement le dimanche. Donc, par exemple, il y avait un Inter AS Roma qui était prévu samedi. Du coup, il est décalé à dimanche, le lendemain, en gros. Donc, voilà, ça se jouera à 15h dimanche. Inter AS Roma, un match très important, bien sûr, dans l'optique de remporter la Serie A pour l'équipe de l'Inter. Et tiens, en parlant de l'Inter, toujours l'équipe qui peut viser le triplé. Il y a 3 équipes qui peuvent viser le triplé cette saison, dont l'Inter, actuellement premier bien sûr de Serie A, ex aequo avec Naples. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions et en demi-finale de Coupe d'Italie où ils avaient fait match nul lors du match aller contre l'AC Milan. Donc ils peuvent bien sûr, s'ils battent l'AC Milan lors du match retour en demi-finale de Coupe d'Italie, aller en finale de Coupe d'Italie et peut-être viser le triplé. Hein. Donc le Barça aussi peut viser le triplé, donc premier de Liga, demi-finale bien sûr de Ligue des Champions et finale de Coupe du Roi. Et bien évidemment le Paris Saint-Germain, donc Ligue 1 c'est déjà acquis. Donc demi-finale de Ligue des Champions et bien sûr en finale de Coupe de France. Ça sera dans un mois et un jour, ça sera le 24 mai prochain, un samedi. Ce sera une semaine avant la finale de la Ligue des Champions, peut-être le PSG il sera, on verra. On continue, on va parler de toute autre chose, on va parler de Netflix qui annonce la date de sortie de son documentaire consacré à Vini Junior. Il y a quelques mois j'ai dit que les caméras de Netflix étaient avec Vini Junior là ces derniers mois pour le filmer et pour qu'un documentaire sorte. Et bah du coup ça sortira le 15 mai prochain, voilà, dans à peu près 3 semaines. Donc ça va s'appeler L'attaquant qui danse. Voilà le titre en gros du documentaire sur Vini Junior. Donc voilà, on verra plein d'infos voilà, sur Vini Junior si vous êtes intéressé par le joueur. Et il ne me payait pas pour être gentil, il me payait pour marquer des buts. Hein, voilà, une petite déclaration qu'il a pu faire dans son documentaire qui sera retrouvé le 15 mai prochain. Et toujours tiens avec Vini Junior, bon, rien à voir avec son documentaire, mais grosse info. C'est Fabrizio Romano qui le dit, que Vini va bien prolonger avec le Real Madrid, soit jusqu'en 2029, soit jusqu'en 2030 du côté du Real. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2027, encore 2 ans de contrat. Et il devrait prolonger l'aventure, soit 2 ans, soit 3 nouvelles saisons. N'oubliez pas qu'il y a des clubs saoudiens qui poussent pour Vini, pour le recruter là, avec des contrats plus d'1 milliard sur 5 ans. Et le joueur, les gars, dit non à l'Arabie Saoudite. Peut-être dans le futur, peut-être il rejoindra le championnat saoudien, mais pas pour l'instant, parce qu'il devrait bien prolonger avec le Real Madrid. Avec une augmentation de salaire, il devrait toucher le même salaire que Kylian Mbappé, qui touche actuellement le plus gros salaire du côté du Real, le joueur français. On revient, 8 ans jour pour jour en arrière, c'était un 23 avril, et il y avait un match fou, c'était un classico. Real Madrid qui recevait le FC Barcelone. Le Barça s'est imposé 4-3 contre le Real Madrid avec un triplé de Lionel Messi. Et en toute fin de match, le but du 4-3, le but de la victoire, il avait enlevé son maillot, il avait fait cette célébration, c'était il y a 8 ans jour pour jour, avec cette victoire folle, après le triplé bien sûr de Messi. Donc voilà, c'était bien sûr lors des grandes années, bien sûr des classicos en Liga. On continue avec quelques infos mercato. On va parler de Sacha Boey, donc joueur du Bayern, prêté actuellement au Galatasaray, et pour être vendu par le Bayern Munich. Galatasaray surveille de près sa situation. Donc non, il était au Galatasaray avant, mais là il est au Bayern et il pourrait peut-être retourner au Gala, parce que le Gala, il devrait être vendu par le Bayern, et Gala Galatasaray pourrait essayer de le faire revenir en Turquie. On va parler de quelques joueurs de Strasbourg, mais pas que Strasbourg réalise une très belle saison. Et Ismaël Doucouré veut quitter Strasbourg et refuse de prolonger. Strasbourg voulait le prolonger, il a dit non. Le Bayer Leverkusen l'a déjà approché en vue d'un transfert. Voilà, ce joueur pourrait peut-être filer en Bundesliga. Affaire à suivre. On va parler d'un autre joueur de Strasbourg, c'est Dylan Bakwa. Et c'est l'Eintracht Francfort aussi qui envisage de proposer 30 millions d'euros hors bonus aux joueurs strasbourgeois pour une arrivée l'été prochain. Et un autre joueur de Strasbourg, c'est Habib Diarra qui intéresse lui Everton et Brighton. Voilà, on a vu que Strasbourg réalise une belle saison, donc tous leurs meilleurs joueurs sont ciblés par des équipes étrangères. On va parler d'Aurel Di Maria vers la fin de l'aventure avec le Benfica. Le club lisboète ne souhaite pas prolonger le contrat de l'Argentin malgré une saison solide. Il a réalisé une belle saison. Il arrive en fin de contrat là, dans 2 mois, 1 semaine, le 30 juin prochain. Il y a plein de joueurs en fin de contrat. Alors je vous montrerai une longue liste de tous les joueurs en fin de contrat. Vous allez voir, il y a pas mal de joueurs intéressants, dont Di Maria. Et le Benfica ne devrait pas le prolonger. Donc voilà, il devrait toutefois disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Benfica et après partir bien sûr, et peut-être prendre sa retraite, peut-être retourner au pays en Argentine, on ne sait pas ce que sera le futur de Di Maria. On va parler de Manchester United qui va toucher gros grâce à Burnley.
Équipe qui monte, hein, Sophie, on en parlait hier, Burnley monte la saison prochaine en Première Ligue. Et une clause insérée lors du transfert d'Hannibal Mejbri va rapporter un chèque à 6 chiffres à Manchester United après la montée de Burnley en Première Ligue. Parce que Manchester United, en gros, a prêté le Tunisien Mejbri à Burnley. Et s'il montait, Mejbri avec Burnley en PL, et ben Manchester allait toucher une grosse prime. Et du coup, il monte. Hein, donc du coup, Manchester va recevoir un gros chèque de la part de Burnley. Vu que Mejbri monte, hein, bien sûr, avec Burnley du côté de la Première Ligue. On va parler d'Ederson, pourrait quitter Manchester City cet été. Donc le gardien sera en discussion avec des clubs saoudiens. Voilà, Ederson, on pense que lui aussi rentre dans le noyau de joueurs en fin de cycle, hein, du côté de City. On parle des joueurs comme Bernardo Silva, des joueurs comme Kevin De Bruyne, tous ces joueurs-là, Gundogan. Et bien lui aussi, les gars, donc lui aussi, ça sent le départ. Il pourrait peut-être aller signer un gros contrat en Arabie Saoudite l'été prochain. Et du côté de City, il faudrait trouver son remplaçant. Et c'est peut-être lui, c'est Diogo Costa, le gardien de Porto, les gars. Il a donné son accord pour rejoindre Manchester City. Les négociations sont en cours entre les deux parties, entre City, Porto et Costa, les gars, qui pourraient être le remplaçant d'Ederson. Et à noter que Diogo Costa, enfin le nouvel agent d'Ederson, mais qu'on parlait juste lui d'avant, Julio César, voilà. Pour rappel, un ancien gardien de la Seleção et l'actuel portier de Manchester City était coéquipier au Benfica. Les deux maintenant c'est son agent, et comme j'ai dit, son agent va s'occuper peut-être du départ d'Ederson, hein, du côté de championnat saoudien, et Diogo Costa pour le remplacer. Larry Tannenbaum, donc c'est le propriétaire plutôt de la Saint-Etienne, vise des titres avec Saint-Etienne. Bon, actuellement ils sont avant-dernier de Ligue 1, donc pour cette année je pense que c'est pas possible, hein. Oui, c'est impossible même. Le propriétaire de la Saint-Etienne assume qu'en cas de relégation ça serait un revers, mais cela ne changerait rien à notre projet. Il ne s'agit pas d'un investissement sur un an, mais de bâtir une génération capable de se battre pour des titres pour le futur. Voilà, bon, il faut déjà, imaginez s'ils descendent, il faut déjà remonter en Ligue 1, puis après viser, pourquoi pas, une coupe de France ou la Ligue 1, mais bon, on sait que c'est compliqué, mais pas non plus, bien sûr, impossible. Aurélien Tchouaméni est élu joueur du mois de mars au Real Madrid. Félicitations à Tchouaméni, car il a un gros mois. Le milieu, même défenseur, parce que je joue souvent en défense centrale, Tchouaméni. Le groupe de l'Olympique de Marseille va s'envoler à plus de 50 en direction de Rome, donc cet après-midi pour sa nouvelle mise au vert. On a parlé ces derniers jours que Marseille, pour cette fin de saison, pour les 4 derniers matchs, ils allaient partir en Italie, à Rome, hein, pour pas s'entraîner à la commanderie et mieux préparer cette fin de saison. Objectif à finir une place européenne. Donc voilà, ils vont partir plus de 50. Donc tous les joueurs, le staff, tout ça, ça fait plus de 50 personnes, hein, qui vont partir en Italie là aujourd'hui. Jonathan David, tiens, qui est en fin de contrat en fin de saison, mais un très bon attaquant, les gars, qui va être très convoité. Il fait toujours mieux, en gros, hein. Chaque saison, le Canadien améliore ses stats. Il manquera à la Ligue 1 s'il part cet été. Donc déjà, il va partir, hein, ça c'est quasiment sûr. Mais regardez, hein, donc tout en bas à droite, c'est sa première saison en Ligue 1. 18 buts et passes D après 19. Après, il est passé à 30. Saison dernière, 35. Et là, il a 36 buts et passes D. Chaque année, en gros, il s'est amélioré. Hein, Jonathan David, donc un top player, bien sûr, un top buteur, l'attaquant canadien. Un tournant historique dans l'arbitrage, hein, donc le 3 mai 2021, donc il y a 4 ans, Sapir Bermam est devenue la première femme transgenre à arbitrer un match pro. Donc 4 ans après son coming out, elle vise la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Info à vous partager par rapport à un arbitre, hein. Et tiens, un autre arbitre, François Le Texier, qui a été beaucoup critiqué par rapport à ses derniers matchs, hein, contre Saint-Etienne, où il annule le carton rouge qu'il avait donné sur la faute de Stassin, hein, qui méritait totalement rouge. Rudiger aussi, qui avait mis une semaine sur Lewis Kelly en Ligue des Champions, tiens, mercredi dernier, il a donné aucun carton. Donc le Texier n'arbitrera pas ce week-end. En gros, il est puni, voilà, parce qu'il n'a pas été super bon lors des derniers matchs, hein. L'arbitre français laissé au repos après 2 matchs et des polémiques en 4 jours. Voilà, parce que voilà, il est considéré comme le meilleur arbitre au monde, mais il fait des boulettes chaque match. C'est pas possible, bien sûr, pour un arbitre renommé. N'oubliez pas qu'il a arbitré comme la finale du dernier Euro, hein, dernière, entre l'Espagne et l'Angleterre, hein. Et ce qui est fou, les gars, c'est ça aussi, officiel arbitre VAR lors du derby entre Saint-Etienne et Lyon. N'oubliez pas que c'est lui qui a dit à François Le Texier d'aller voir les images, hein. Ça méritait pas rouge, mais du coup jaune, hein. Et ben cet arbitre à la VAR du match derby entre Saint-Etienne et Lyon sera l'arbitre principal du match entre PSG et Nice ce vendredi. Voilà, ça sera lui l'arbitre principal, alors que c'est lui qui a dit à François Le Texier d'aller voir les images, hein, que ça méritait pas rouge. Voilà, alors que là, il va arbitrer, du coup, il est même récompensé, on a l'impression de sa boulette. Du coup, il va arbitrer le match entre Paris et Nice. C'est totalement fou. Et concernant avec Saint-Etienne, hein, Lyon va déposer un recours après l'annulation du carton rouge de Lucas Tassin. Voilà, donc Michael Gerlinger, donc directeur du football, d'Eagle Group, hein, donc du côté de Lyon, annoncé la volonté de Lyon de se tourner vers la commission des compétitions. Voilà, pour, en gros,
ils vont pas porter plainte, mais déposer un recours par rapport à cette injustice, bien sûr, pour les Lyonnais. Et concernant Corentin Tolisso, n'oubliez pas les sorties sur blessure, il ne souffre que d'une simple entorse du genou, ça va peut être beaucoup plus grave, les ligaments ne sont pas touchés, et le milieu de terrain pourrait rejouer cette saison, ça c'est déjà une très bonne nouvelle, parce que quand on a vu la blessure, la blessure de Lucas Tassin, on avait très peur pour Tolisso. Du coup, c'est un miracle selon son entourage et de sources médicales. Il aurait pu se faire les ligaments croisés. Heureusement, les gars, c'est seulement une entorse du genou. Il va louper peut-être le match ce week-end. Mais voilà, plus de peur que de mal pour Corentin Tolisso. On prend la direction de Tottenham. On va parler de Ange Postecoglou, donc le coach des Spurs. Bon, Tottenham, les gars, c'est une saison catastrophique. Ils sont même derrière Manchester United au classement. Manchester, je crois qu'ils sont 14e. Tottenham sont 15e sur 20. Donc, voilà, c'est une catastrophe. Ils devraient quitter Tottenham. Même si les Spurs sont amenés à gagner l'Europa League, parce qu'actuellement, ils sont en demi-finale de l'Europa League. Même s'ils gagnent l'Europa League, le sort du coach grec sera scellé. Voilà, il sera comme licencié, même s'il y a ce gros trophée en fin de saison, qui pourrait sauver, bien sûr, la saison de Tottenham. Qui, du coup, il serait qualifié en LDC s'il venait à remporter l'Europa League. Le dernier match de la saison à domicile du FC Versailles sera gratuit pour tous. Le club affrontera l'équipe de Bourg-en-Bresse ce vendredi à 19h30 au stade Walter Luzzi de Chambly en 60. Le club est à 2 points du premier relégable au classement du championnat national et aura assurément besoin d'un stade plein pour pousser ses joueurs à accrocher un bon résultat. Et du coup, voilà, les billets sont gratuits. Voilà pour cette dernière rencontre à domicile pour le FC Versailles. L'Inter Milan envisage de recruter Mathis de Ligt en prêt avec option d'achat. Voilà, concernant le défenseur néerlandais, bien sûr, l'Inter Milan serait très intéressé par de Ligt. On va parler d'Eric Roy, n'est pas contre l'idée de prolonger avec le Stade Brestois. Donc actuellement, c'est l'entraîneur de Brest. On sait la saison dernière était exceptionnelle. Bon, cette saison plus compliquée parce qu'il a dû faire aussi avec la Ligue des Champions. Il a fait une belle saison, bien sûr. Ils ont atteint quand même les barrages. Donc son contrat actuel prend fin dans 2 mois et 7 jours. Donc le 30 juin prochain, il est en fin de contrat. Et lui, il ne serait pas contre. Il serait même pour prolonger, bien sûr, du côté de Brest. Des nouvelles de Rémi Cabella en fin de contrat lui aussi, dans 2 mois et une semaine. Donc direction l'Olympiakos normalement pour Rémi Cabella en fin de contrat avec Lille. Le Français devrait s'engager avec le club grec cet été gratuitement. Voilà, bon, c'est pas encore officiel parce qu'il a encore un contrat de 2 mois, mais il devrait rejoindre le championnat grec et gratuitement. On va parler de Florian Wirtz. Ça a été impressionné par les efforts de Pep Guardiola pour tenter de le recruter cet été parce que City veut absolument. Florian Wirtz, c'est le joueur parfait pour remplacer Kevin De Bruyne. On sait qu'il va quitter le club. Donc, bon, après Wirtz, il a impressionné, mais lui, la préférence, ce serait plutôt le Real Madrid en numéro 1. City en numéro 2. Il y a le Bayern aussi qui surveille aussi le joueur. Donc, voilà, ce sera de toute façon un gros transfert. Je pense que ce sera le plus gros transfert du mercato là qui arrive. Le départ de Wirtz dans une des équipes que je viens de citer. Et on finit donc aujourd'hui, on est le 23 avril. N'oubliez pas, les gars, dans 3 mois, même maintenant 2 mois. Et 7 jours, c'est fin de contrat pour beaucoup de joueurs. Tous ces joueurs sont en fin de contrat et il y en a beaucoup, les gars. Il y a quand même des sacrés noms. Alexandre Arnold, il devrait aller bien sûr du côté du Real. On peut avoir des joueurs, je ne sais pas, comme Eric Dier, un défenseur du Bayern Munich, les gars. Il sera libre. Jonathan David, qu'on parlait tout à l'heure, il sera libre. Leroy Sané, Jonathan Tah, qui devrait peut-être aller du côté du Barça. Leroy Sané lui pourrait prolonger. Kevin De Bruyne, donc pour l'instant, on ne sait pas où il va filer. Franck Anguissa, du côté de Naples, il est libre dans 2 mois. Thomas Partey, un joueur d'Arsenal, il est également libre, pisté par l'Atlético Madrid. Lacazette, il sera libre. Neymar aussi, bien sûr. Luka Modric, Verratti, Jorginho, Cristiano Ronaldo. Voilà, on peut mettre aussi d'autres noms, comme Anthony Lopez, Rui Patricio, Moutinho ou Otamendi, Di Maria, Adama Traoré, voilà, Lucas Vazquez, Juan Bernat. Voilà, tous ces joueurs sont en fin de contrat et potentiellement libres. Enfin, gratuits, on va dire, là, dans 2 mois et une semaine. Donc, on verra. Ils signeront. Peut-être qu'ils prolongeront avec leur club actuel ou peut-être, bien sûr, ils partiront dans une autre équipe. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain jeudi. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.